Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Bénédicte Quillot, directrice de recherche INRAE sur les fruits à noyaux et notamment le pêcher, et directrice de l'unité de génétique et amélioration des fruits et légumes, l'unité de recherche INRAE qui est située à Avignon. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du pêcher et plus précisément de l'origine de la diversité du pêcher et de son utilisation. Donc, ça va nous amener de la Chine jusqu'au verger de demain. Donc, j'ai le plaisir de faire cette petite présentation sur l'invitation de la SNHF. Donc, le pêcher fait partie de la famille des rosacées, très très large famille. Donc, le genre Prunus regroupe des arbres fruitiers à noyaux. Et donc, il comprend les pruniers, les amandiers, les abricotiers, les cerisiers et donc les pêchers. Donc, toutes ces espèces sont des espèces diploïdes avec des génomes qui sont petits, qui sont séquencés, annotés. Et la particularité de ces espèces prunus, c'est qu'elles ont une très forte synthénie. Et pour certaines d'entre elles, il y a une grande diversité disponible. Une grande synthénie entre tenus, c'est notamment, par exemple, entre le pêcher et l'amandier. Donc, ce sont des espèces que l'on peut croiser. Donc, ici, c'est pour illustrer le fait qu'on peut aligner des cartes génétiques, ici, d'un croisement pêcher-amandier avec des cartes de cerisier. Donc, avec des marqueurs qui sont communs à toutes ces espèces. Euh, peut également, par exemple, croiser des abricotiers et des pruniers et obtenir toute une série de ce qu'on appelle des plumes-côtes ou plus hautes, ou suivant la part du génome de prunier ou d'abricotier qui reste dans les variétés au final. Encore une illustration, donc là, c'est les croisements pêcher-amandier qui sont vraiment deux espèces très proches, à tel point que on est capable d'identifier deux gènes majeurs dans ces croisements. Donc, l'un qui contrôle le type de fruit, donc l'amande contre la pêche, hein, donc un fruit sec et un fruit avec de la pulpe, et la jutosité. Donc, la domestication, on le verra, a favorisé dans un cas la graine et dans l'autre cas le fruit charnu. Donc, voilà, toutes ces illustrations pour dire que les espèces prunus sont très proches et qu'on peut facilement faire plus ou moins facilement faire des croisements interspécifiques. Euh, le pêcher et les prunus, d'une façon générale, sont originaires d'Asie. Et on retrouve en Asie et puis sur l'ensemble du territoire mondial des espèces cultivées et puis des espèces non domestiquées, sauvages, et puis des espèces proches à ces fruits. C'est le cas pour l'amandier, l'abricotier. Dans le cas du pêcher particulièrement, il n'existe pas de pêcher non domestique globalement, ce qui implique un manque de diversité au sein des pêchers. Donc, par contre, on retrouve quelques espèces sauvages apparentées au pêcher. Donc, le pêcher, il est originaire du bassin de Tarim dans la province du Gansu, au nord des montagnes du Kumkum, donc en Chine, comme le montre ici cette carte. Et on arrivait à observer des espèces apparentées au pêcher, que ce soit des Prunus davidiana ou des Prunus mira ou encore des Prunus cansuensis. Donc, c'est les trois groupes ici en jaune et vert, là, qui sont des espèces apparentées proches au pêcher. Mais par contre, pas de pêcher à proprement parler non domestiqué. Donc, on les retrouve dans cette zone de Chine, ce qui est réellement le bassin d'origine et en fait qui est confirmé
quelques études sur les fossiles. Donc, on a retrouvé des fossiles de noyaux de pêcher en Chine. Ici, cette étude de 2015 et était une autre étude euh, qui ont montré que la plus longue histoire du pêcher, elle se trouve vraiment en Chine et elle remonte à, disons, plus de 7500 ans en termes de pêcher sauvage. Et les noyaux de pêche archéologiques les plus anciens, euh, ils ont été identifiés donc avec des formes modernes cultivées vers Liangzhou, et donc c'est un tout petit peu plus récent, donc il y a 3000 ans, disons. Donc la domestication du pêcher en Chine, il y a 3000 ans. À partir de là, depuis la Chine, le pêcher s'est propagé, notamment le long de la route de la soie, vers le reste de l'Europe, vers l'ouest, et s'est répandu ensuite tout en Europe, en Afrique du Nord. Donc le nom de l'espèce Persica, il a été donné par les Romains, car ils pensaient que le pêcher provenait de Perse, donc un peu d'Est, mais pas autant que loin vers la Chine. Ensuite, il est possible que le pêcher ait atteint la France par la route des Balkans, et en même temps, il aurait atteint en même temps l'Italie et la mer Noire. Et ensuite, de l'Europe, il est parvenu en Amérique de deux manières différentes. Donc par l'Europe, d'une part, avec les explorateurs espagnols et portugais, où il a été initialement introduit en Floride, mais également au Mexique. Mais une autre introduction a eu lieu directement de la Chine par l'Est, en Amérique du Nord, vers les années 1850. Donc là, on a le déplacement hein, de la Chine vers tout le reste du monde. Et en termes d'évolution du fruit au cours de la domestication et ensuite de la sélection, donc on partait d'espèces sauvages, hein, comme je mentionnais, d'Avidiana, par exemple, qui avaient des gros noyaux et très peu de pulpe sèche. Donc, avec une acquisition d'un fruit charnu, donc avec plus de chair, et puis l'apparition du jus, le grossissement du fruit, et ensuite, par sélection, l'apparition de la coloration, et notamment de la coloration de la peau. Donc, c'est le processus de domestication-sélection. Quand le pêcher est arrivé en Europe, il a été très cultivé à partir du VIe siècle et on va dire à grande échelle, plus vers le XVe siècle. Et notamment parce que il était très apprécié de l'aristocratie française et notamment du roi. Au XVIe siècle, la production française est la plus importante d'Europe. Et notamment, les historiens affirment que Louis XIV l'appréciait et c'est lui qui a favorisé donc, la culture de 33 variétés de pêcher dans le potager du château de Versailles. Donc, ce sont des variétés telles que la reine des vergers ou la pêche de Troie, les madeleines blanches, Rosanne, qui ont été cultivées. On connaît aussi la grosse mignonne, par exemple. Et à cette époque-là, non, ou un peu plus tard, il y a une importante production qui s'est développée avec un système un peu particulier, donc on appelle des murs à pêche. Et notamment, c'est développé à Montreuil. Et ça permettait cette production-là d'approvisionner les marchés de Paris. Que la pêche, Euh, elle était vraiment appréciée et pour ses bonnes qualités, pour à la fois visuelle et gustative. Et elle faisait vraiment figure de fruits nobles. Et là, on voit le téton de Vénus, qui est une variété très ancienne et qui était cultivée là, déjà au XVIIe siècle et très appréciée.
Et ensuite, les cuisiniers s'en sont aussi emparés. Et c'est en 1893 que Auguste Escoffier a créé la pêche melba, qui est euh, bien connue. Voilà pour l'histoire de la pêche, hein, son origine, son déplacement et sa production. Actuellement, l'aire de production, elle est répartie sur tout le territoire globalement, euh, notamment parce que elle arrive à s'adapter à la photopériode. Donc, on la retrouve également sur les tropiques, mais un peu en altitude pour des questions de besoins, notamment de besoins en froid en hiver. Donc, la production annuelle de pêche est d'environ 26 millions de tonnes. Et le principal producteur, c'est la Chine, loin devant tous les autres, avec 64% de la production mondiale. Alors, on a ensuite comme grand producteur l'Italie, la France arrivant seulement en 12e position de pays producteur, avec une production estimée à 279 000 tonnes en 2022. Donc la pêche, elle est essentiellement consommée en frais. Et c'est un des produits qui est très largement consommé à l'échelle mondiale. Son aire de production en France, elle est très localisée dans le sud-est de la France et notamment sur 5 départements, donc les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, la Drôme, le Gard et le Tarn-et-Garonne. Donc, elle se caractérise par une typologie très diverse de fruits, puisque sous le terme pêche, on rassemble les pêches, mais également les nectarines, qu'elles soient à chair jaune ou à chair blanche, ou qu'elles soient plates ou rondes, ou même qu'elles soient sanguines, ou encore de type pavie, c'est-à-dire très ferme. Presque jaune. Donc, on a une grande diversité de types de fruits qu'on regroupe sous le terme de pêche. Donc, et contre, on a des grandes difficultés malgré cette typologie à nommer et à retenir le nom des variétés de pêche, parce qu'il y a une très grande succession des variétés tout au long de la saison pour couvrir toute la période. Et ceci notamment parce que le timing de production d'une pêche, ici par exemple la variété Flavor Crest, est très restreint sur une dizaine de jours. Toute la production d'une variété arrive sur une dizaine de jours. Et donc, pour couvrir l'ensemble du calendrier de production qui s'étale de juin à novembre finalement, octobre, on est un peu décalé là, il faut toute une section, toute une succession d'un très grand nombre de variétés. On voit ici un calendrier qui alterne pêche, nectarine, blanc, jaune et qui permet de couvrir finalement la saison de production de juin à septembre de façon à alimenter sans arrêt les consommateurs pendant la saison. Donc c'est une difficulté pour les consommateurs et puis pour les vendeurs, hein, c'est cette absence de connaissance des variétés et une succession très, très importante d'un très grand nombre de variétés tout au long de la saison. Et donc, avec des variétés qui peuvent avoir des caractéristiques assez différentes et qui sont plus ou moins appréciées par les consommateurs. La sélection, elle s'est focalisée déjà à l'adaptation du pêcher, de sa culture, à une gamme variée de climats à travers le monde, y compris des zones où il y a des faibles froids.
Donc, elle a travaillé sur le calibre du fruit et la coloration, et puis les teneurs en sucre, en acide, les arômes, les parfums, la jutosité. On retrouve aussi des caractères tels que la fermeté, et puis la possibilité de conserver la pêche et donc de la transporter. Et puis un objectif d'élargissement de la période de maturité pour obtenir des variétés qui sont très précoces ou au contraire très tardives. Et donc, on voit que ici, sur cette analyse en composantes principales, que les différentes variétés, ici en rouge, vert ou noir, se localisent différemment, hein, sur le plan en fonction de leurs caractéristiques principales en termes de tous ces critères-là, de sucre, de jutosité, du fait qu'elles soient croquantes ou fermes ou aromatiques. Et donc, un consommateur qui aimera une variété douce sera déçu par une variété qui est plus acidulée, par exemple, ou un consommateur qui aime la jutosité n'apprécierait pas une pêche ferme et croquante. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il est difficile d'apprécier au moment où on achète une variété dont on ne connaît pas le nom. Voilà les difficultés de la sélection. Si on regarde ici en se basant sur une publication, une revue, hein, de 2020, l'ensemble des traits qui ont été positionnés sur le génome du péché. Donc ici, on retrouve en rond ici les 8 chromosomes du péché et 37 traits qui pour la plupart la majorité sont des gènes majeurs, mais pas que, donc c'est pour ça qu'il y a plus de locus que 37 qui ont été positionnés. Une grosse majorité sont des traits qui sont liés à de la qualité du fruit ou des traits agronomiques ou de morphologie des fruits, et très peu sont liés à des caractéristiques de résistance aux maladies. Donc ici, on en voit deux, hein, la résistance aux pucerons et la résistance aux nématodes. En fait, la revue n'est pas complètement complète, hein, parce qu'on connaît aussi des gènes de résistance à l'oïdium, mais ça ne fait que 3 maladies, alors que le péché est très sujet au stress biotique, donc on va le voir. Donc, ici, c'est une représentation chromosome par chromosome. On retrouve les 8 chromosomes et donc en bleu, vous avez les gènes majeurs qui sont liés aux maladies. Donc, on retrouve effectivement pucerons, nématodes et l'oïdium. Possiblement, il y a un locus lié à la cloque sur le groupe 7. Et puis des QTL, donc ce sont des effets des locus à effet partiel, hein, donc qui ne sont pas des gènes majeurs, mais qui ont un effet sur la tolérance, la résistance aux maladies, et qu'on retrouve ici en gris, et on voit qu'ils sont quand même assez nombreux sur le génome. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de sélection sur ces caractéristiques de résistance aux maladies qui est important dans l'optique de réduire l'usage des pesticides, hein. Donc, on est dans un cas de culture où les maladies et les ravageurs sont nombreux et peu de variétés sont résistantes ou tolérantes. Donc, on a un usage très important des produits phytosanitaires qui sont assez généralisés. Et pour illustration, hein, l'indice de fréquence de traitement, il est de 24 pour le péché, donc très largement supérieur à ce qu'on trouve chez la vigne, mais chez les légumes et encore pire chez les grains de culture ou céréales où ces indices sont vraiment bien plus faibles. Donc, l'usage de ces produits phytosanitaires, mais elle a des impacts d'une part sanitaires et d'autre part environnementaux, et il est crucial de trouver des solutions alternatives à l'usage de ces phytos. Et le péché, on dénombre un très grand nombre de maladies et ravageurs. Il y en a 70 qui sont recensés, qui attaquent l'arbre ou le fruit ou les racines. Seulement 9 sont étudiés par des programmes de recherche.
et très peu sont intégrés à des programmes de sélection. C'est-à-dire que les variétés qui arrivent sur le marché actuellement ne sont pas résistantes à la majorité des maladies ravageurs qui attaquent le pêcher. Donc, parmi les maladies les plus préjudiciables, on a la maladie de la cloque qui attaque les feuilles, c'est un champignon, et puis le Monilia sur fruits, qui est également un champignon, mais il y a toute une belle liste de ravageurs, de maladies fongiques autres que ces deux-là, et de maladies bactériennes et de virus qui attaquent de façon très préjudiciable nos cultures de pêcher. Donc, pour solutionner ce problème, on- on- on étudie les ressources biologiques du pêcher, donc la diversité au sein de l'espèce qui est faible, et du coup également la diversité des espèces apparentées aux sauvages. Donc, c'est toutes ces espèces cultivées et espèces sauvages apparentées ou proches sont conservées dans le centre de ressources biologiques Prunus juglan d'INRAE, qui a deux antennes, une sur le centre INRAE de Bordeaux et l'autre sur le centre INRAE de PACA. Et donc, on conserve les fruits à noyaux, cerisiers, abricotiers, amandiers, pruniers, pêchers, nectarines et leurs espèces apparentées. Donc, vous voyez un très grand nombre d'accessions et d'accessions des HS qui servent pour les recherches et notamment les recherches pour les résistances et tolérances au stress biotique. Donc, juste une illustration de la diversité qu'on conserve. On voit ici, rien qu'en termes de fleurs, à la fois de coloration des fleurs, de nombre de pétales, de forme des fleurs, la très grande diversité qu'il peut y avoir dans ces ressources. Donc, les travaux de mon unité, de GAFL, vise à pyramider des résistances pour différentes maladies du pêcher en utilisant les ressources génétiques qui sont conservées au sein du CRP, que ce soit de la diversité au sein de Prunus persica, au sein de l'espèce, mais également la diversité sauvage ou apparentée. Et donc là, on illustre ici le fait qu'il y ait certaines maladies qui soient contrôlées par des gènes majeurs tels que euh, donc les attaques de pucerons verts, d'oïdium ou de nématodes avec des gènes qui proviennent d'accession Prunus persica. Mais on étudie également des facteurs polygéniques avec des résistances quantitatives et qui, elles, peuvent aussi venir de variétés d'espèces apparentées, pardon, comme Prunus davidiana ou même provenir de l'amandier. Donc, c'est le fait qu'il y ait une forte synténie entre toutes les espèces Prunus, j'en ai parlé au début de mon topo, permet d'envisager un transfert de facteurs de résistance d'une espèce à l'autre. Et ici, par exemple, on cherche à transférer le facteur de résistance contre le virus de la Charca qu'on a découvert chez l'abricotier vers le pêcher en passant par le prunier, qui sont finalement qui peut servir d'espèce pont entre pêcher et abricotier pour faciliter les croisements et à obtenir des hybrides qui soient fertiles. Donc, on cherche nos travaux de recherche actuellement sont vraiment orientés vers le cumul de traits. Alors, on n'oublie pas la qualité des fruits, le rendement, et la capacité de stockage, tous ces traits qui sont nécessaires. Mais nous, on focalise vraiment sur la résistance aux maladies, que ce soit des résistances qualitatives ou des résistances quantitatives.
on cherche à pyramider des gènes pour construire du matériel élite qui combine des résistances multiples et alimenter les programmes de sélection pour que les variétés futures soient plus résistantes et permettent de limiter l'usage des phytosanitaires. Seulement, c'est un processus qui est vraiment long et fastidieux et vu le nombre de maladies et ravageurs qui attaquent le pêcher et le fait que un gène majeur peut être facilement contourné et qu'il faut pyramider également des facteurs de résistance euh, pour les protéger, ça fait un challenge assez lourd à relever. Et donc, on s'intéresse en parallèle aussi à de nouvelles cibles de sélection qui soient plus génériques et qui permettent finalement de répondre à plusieurs maladies simultanément. Donc, on a développé un programme de recherche sur la résilience, essayer de cibler finalement la sélection sur cette capacité d'un arbre à être affecté, mais de façon minimale, par une attaque biotique, et sa capacité à revenir à un état qui prévalait avant l'exposition à ces perturbations et qui lui permettent de continuer à produire de façon satisfaisante. Donc la résilience, c'est une combinaison finalement de résistance, de tolérance et de récupération. Et donc on a mis en place un dispositif expérimental multisite avec des collections qu'on appelle des corps collections, avec un nombre d'accessions relativement raisonnable, mais qui permettent de rassembler une très large diversité génétique de façon à identifier des zones du génome qui contrôlent ces composantes de résilience. Donc, sur un dispositif ici multisite, sur le sud-est de la France, on suit 206 accessions de pêchers qui sont toutes génotypées pour 4 maladies fongiques, 3 groupes de ravageurs, tout au long de l'année, de façon à progresser sur la connaissance du contrôle de la résistance à toutes ces maladies et ces ravageurs. Ça, ce sont les travaux en cours. Dernier point, et pas le moindre, hein, la génétique à elle seule ne permettra pas de répondre aux challenges et aux défis du futur. Et il faut réellement combiner les différentes méthodes de lutte pour une gestion durable de la santé des arbres fruitiers dans le futur. Et donc, ce sont des briques qu'il faut assembler les unes aux autres pour arriver à cette gestion durable. Donc, que ce soit des aspects prophylaxie, de la lutte directe ciblée et bien réfléchie. Et puis, euh, également, peut souligner l'importance de la caractérisation des risques en alliant des méthodes de diagnostic, de surveillance et des modèles de risque et de prévision, de façon à s'armer au mieux pour construire ces vergers durables du futur. Donc, conclure, je dirais que effectivement, il y a un grand manque de diversité au sein du Prunus persica, avec aucun vestige, aucun accès à des pêchers qui soient non domestiqués. Euh, et malgré ce manque de diversité et malgré le fait que de très nombreuses sensibilités aux maladies chez cette espèce, euh, le pêcher est quand même une espèce assez docile qui présente de nombreux avantages, notamment un cycle court avec des traits monogéniques pour beaucoup, une plasticité qui fait qu'on le retrouve sur de très nombreuses, très grandes latitudes de par le monde, une vigueur et voilà, plein d'autres caractéristiques favorables qui font que euh, la culture et les travaux de recherche sur le péché sont d'une grande importance. Et donc, c'est sans parler
du pêcher que les amateurs n'oublient pas d'une saison sur l'autre. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais juste rapidement adresser tous mes remerciements à mon équipe au GAFL qui travaille sur les prunus et notamment euh, les derniers aspects sur la résilience sont issus de la thèse de Marie Seri, qui est encadrée par Morgane Roth et moi-même, donc qui ont largement participé à la constitution de ce topo. Donc et puis tous nos collaborateurs des autres unités INRAE, notamment le CRB, et puis nos partenaires historiques et réguliers que sont CEP Innovation et les stations expérimentales. Je vous remercie pour votre attention.